Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, comme promis, on vous parle des équipes classées 11 à 20 de la dernière saison de la Premier League. Et en plus de ça, on vous fait une petite capsule sur les équipes promues en Premier League pour la saison prochaine. Commençons avec cette 11e équipe du classement, Fulham, qui en 38 matchs cette saison ont 15 victoires, 9 nuls, 14 défaites, pour un différentiel quand même de 0 et 54 points cette saison. Et vraiment, la saison, ça a été quand même si on a fini 11e pour Fulham, je pense qu'on peut être quand même assez satisfait de notre saison. Fulham, c'est pas le plus grand club qu'il y a dans la Premier League. C'est un club qui est quand même là depuis quelques années, puis qui reste constant dans ses performances et qui reste aussi dans la première division en Angleterre depuis assez longtemps. Ça a été une saison quand même assez correcte pour Bert Leno, le gardien. Il a joué les 38 matchs et il a réussi à garder 5 blanchissages tout au long de la saison. Honnêtement, les deux joueurs qui se sont le plus démarqués pour Fulham, et c'est ça depuis plusieurs années, c'est le défenseur Antoine Robinson qui en 36 matchs cette saison a réussi à garder 5 jeux blancs et a réussi 10 passes décisives. C'est quand même assez impressionnant qu'un défenseur réussisse 10 passes décisives. Et c'est depuis quelques saisons vraiment qu'on voit que Robinson est vraiment porté à l'attaque, a plusieurs passes décisives. Il n'y a pas de but cependant cette saison, mais c'est son jeu collectif qui fait avec ses coéquipiers vraiment, avec ses bonnes passes, qui font en sorte que c'est un joueur très très dominant pour Fulham et un joueur très important, surtout pour l'avenir. Donc on espère que Robinson va continuer ses bonnes performances, surtout avec la saison prochaine et les saisons à venir aussi du côté de Fulham. Et un joueur que des fois c'est compliqué, ça dépend vraiment des saisons, c'est Raúl Jiménez. Cette saison, il a joué les 38 matchs au complet, ce qui est quand même exceptionnel pour l'attaquant mexicain. Il a réussi 12 buts et 3 passes décisives tout au long de la saison. Ça a vraiment été un joueur qui a vraiment aidé fortement Fulham cette saison. Ça avait été un peu plus difficile pour lui la saison dernière, mais vraiment cette saison a vraiment réussi à élever son jeu d'un cran, lui qui est quand même âgé de 33 ans. C'est quand même plus très très jeune, mais cette année a vraiment fait la différence pour Fulham. On va espérer que la saison prochaine, ça se poursuive dans son cas, surtout avec les départs d'Alexander Mitrovic il y a 2 saisons. On avait un peu de réticence, disons, au niveau de l'attaque pour Fulham, mais Raúl Jiménez s'est vraiment montré décisif cette saison et ça a vraiment été bénéfique pour Fulham. Ce qu'on devra honnêtement améliorer, j'ai l'impression, pour la saison prochaine, ça va être un peu au milieu de terrain. Ça a été des performances coup-ci, coup-ça, vraiment des joueurs présents avec l'équipe, puis surtout avec le départ de João Palhinha l'été dernier pour le Bayern Munich. On a laissé un gros trou au niveau du milieu de terrain qu'il va falloir, j'ai l'impression, cet été, combler durant le mercato. Allons-y maintenant de la 12e équipe classée dans la Premier League la saison passée, Crystal Palace. Et je peux dire que Crystal Palace, c'est un peu l'équipe de l'heure en ce moment, avec une grosse victoire face à Manchester City. Eux qui ont gagné leur premier trophée majeur dans leur histoire, la FA Cup, contre quand même Manchester City à 1-0. Et ça a été ça pas mal. La saison de Crystal Palace, ça a été vraiment défensivement très très bien structuré. Oui, dans ce qui est du milieu de terrain et de l'attaque, je dirais que ça a moins été peut-être la crème de la crème. On s'est débarrassé quand même assez rapidement de Jordan Ayew qui a joué seulement un match. Jordan Ayew qui lui a quand même eu une saison quand même assez raisonnable, surtout pour un joueur de sa trempe et de son âge aussi. Mais vraiment, très content pour Crystal Palace qui ont réussi pour la première fois depuis longtemps à donner à Manchester City une saison sans trophée. Et Crystal Palace qui, en bon club défavorisé, celui qu'on va pas nécessairement prendre sous son aile parce qu'on se dit « Ah, c'est pas les meilleurs ». Ben, ils ont prouvé encore une fois qu'ils savaient jouer au soccer et que c'était un club qu'il fallait observer. Est-ce que c'est ça qui va amener des joueurs pendant le mercato vers Crystal Palace ou pendant les prochains mercatos qui vont suivre? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont s'intéresser à aller un peu pousser cette équipe-là vers un haut tableau? Ça sera à voir évidemment.
Parlons un peu de l'équipe en tant que telle. Ça a vraiment été une saison assez, je dirais, impressionnante pour Dean Anderson, le gardien de but. C'est quand même 11 jeux blancs. Et il y a beaucoup de gardiens de but, non seulement en Premier League, mais dans la FIFA au complet. Vraiment des bons gardiens de but. Et Dean Anderson a vraiment, comme j'ai dit, défensivement, Crystal Palace, ça a vraiment été une saison clé. Et je trouve que, évidemment, ça part souvent du gardien de but. Et Dean Anderson, avec ses 11 jeux blancs, a vraiment donné beaucoup d'espoir à son équipe. Allons-y maintenant avec les défenseurs. Donc, Tyreek Mitchell, en 37 matchs, c'est 7 jeux blancs. Mark Guéhi, 34 matchs, 11 jeux blancs et quand même 3 buts, ce qui est quand même assez bien pour un défenseur. Chris Richards, en 24 matchs, c'est 7 jeux blancs et 1 but. Daniel Munoz, en 37 matchs, 11 jeux blancs et 4 buts. Donc, on a amené autant de l'offensive qu'un excellent jeu défensif au sein de l'équipe. Ce qui est vraiment, encore une fois, une très belle affaire. Maxence Lacroix, en 35 matchs, 11 jeux blancs et 1 but. Vraiment, défensivement, rien à dire. Rajoutons quelque chose là-dedans, peut-être. Ce sera à voir. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, si on veut, pour Crystal Palace, quand on commence à parler du milieu de terrain. Eberechi Eze, lui, en 34 matchs, 8 buts, 8 passes. Une excellente saison, honnêtement, pour le milieu de terrain. Si vous prenez un moment pour regarder les stats des milieux de terrain de Crystal Palace, Eberechi Eze, c'est vraiment le seul qui a vraiment très performé. Jefferson Larma, en 33 matchs, une seule passe. Jeffrey Schlupp, en 12 matchs, aucun point. Will Hughes, en 33 matchs, seulement 3 passes. Donc, c'est vraiment Eberechi Eze qui a donné le ton pour les milieux de terrain. Donc, c'est vraiment là que je vois que pour Crystal Palace, il faut vraiment aller chercher pas seulement un joueur, mais plusieurs joueurs pour aller vraiment améliorer ce milieu de terrain-là. Et je pourrais honnêtement dire la même chose pour les attaquants de pointe. Pour les attaquants, on a quand même 2 bons marqueurs. On a Jean-Philippe Mateta qui a vraiment une grosse saison, quand même 14 buts, 2 passes. Et nous aussi Asmaïla Sarr avec 38 matchs, 8 buts et 6 passes. Donc c'est vraiment ces deux-là qui ont donné le ton aussi pour leur équipe. Et je dirais que c'est pas mal, encore une fois, les seuls, mais parce qu'on s'est débarrassé quand même plusieurs joueurs en attaque aussi. Donc pour aller chercher quelques joueurs, non seulement au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Comme oui, on a gagné la FA Cup avec cette équipe-là, mais quand même, l'amélioration est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en évidence pour les prochaines saisons pour Crystal Palace. Donc, pour Crystal Palace, moi je dis que ça a vraiment été une excellente saison. C'est quand même 13 victoires, 14 matchs nuls, 11 défaites, 51 buts marqués, 51 buts concédés, un différentiel de 0 avec 53 points au classement. Donc, pour moi, c'est une bonne saison. Oui, on a fini 12e, mais d'après moi, dans les saisons futures, on va être capable de finir encore plus haut pour un club qui, encore une fois, a été sous-estimé et a fait des belles choses. Allons-y maintenant avec la 13e équipe au classement, Everton. Et c'est un peu la même histoire que Crystal Palace. Un excellent jeu défensivement. On a seulement 44 buts concédés cette saison. Et ceux qui ont le moins de buts concédés que Everton sont les clubs suivants. On a Liverpool avec 41, Arsenal avec 34, Manchester City à égalité avec Everton avec 44 et Chelsea avec 43. Après ça, on a Nottingham Forest avec 46. Donc encore une fois, un jeu vraiment défensivement très structuré. On a rappelé David Moyes en titre de manager cette saison. Ça l'a vraiment paru. La seule chose qui a vraiment moins marché, je dirais encore une fois pour Everton, c'est pour aller marquer des buts. C'est vraiment, on a seulement que 42 buts marqués par l'équipe. Et c'est vraiment, encore une fois, un peu comme Crystal Palace, un excellent jeu défensif, un jeu à l'attaque un peu plus ardu. Et ça paraît encore une fois dans les statistiques, évidemment. Et ça a été pour Everton, je dirais, une saison, oui, défensivement très bien. Oui, peu de buts concédés. Mais si on ne marque pas de buts, on n'ira pas nécessairement gagner des matchs importants. Donc c'est ça qui a un peu fait baisser Everton au tableau. Je m'attendais à ce que Everton finisse un peu plus bas, peut-être 15e. Mais ça a vraiment été quand même une saison d'amélioration, je veux dire comme ça pour Everton. Donc pour l'équipe, encore une fois, c'est Jordan Pickford qui a joué les 38 matchs cette année avec 12 jeux blancs.
malgré quelques moments tumultueux, je dirais, pour le joueur anglais. Ça a quand même été une saison où est-ce qu'il a montré qu'il était vraiment un des meilleurs, non seulement gardiens de but, mais un des meilleurs joueurs anglais de la Premier League et même, je dirais même de la FIFA encore aujourd'hui, malgré un âge qui commence à s'avancer. Dans ce qui est des défenseurs, encore une fois, ça a été vraiment les défenseurs, comme je le répète depuis tantôt, qui ont mené le bal. Donc on a Michael Keane avec 3 jeux blancs en seulement 14 matchs, oui, mais quand même 3 buts, ce qui est quand même assez bien. James Tarkowski, qui était probablement un des meilleurs défenseurs de l'alignement. En 33 matchs, c'est 10 jeux blancs et 1 but. Ashley Young, un autre très bon défenseur que j'ai l'impression qu'on parle pas assez, c'est 7 jeux blancs et 1 but dans ses 32 matchs. Vitaly Mykolenko, pour lui c'est 35 matchs, 10 jeux blancs et 1 but. Pour Jake O'Brien, en 20 matchs, 5 jeux blancs et 2 buts. Et on a aussi Jared Brantwaite avec 30 matchs joués et 8 jeux blancs. Donc ça se répète quand même assez bien défensivement. Beaucoup de jeux blancs, quand même un bon pourcentage de buts marqués par les défenseurs. Et encore une fois, on en vient au milieu de terrain. On a Abdoulaye Doucouré en 33 matchs, 3 buts, 2 passes. Pas vraiment ce qu'on s'attend d'un bon milieu de terrain. Quoique Doucouré, quand même une bonne saison malgré tout. Idrissa Gueye, 37 matchs, seulement 3 passes. Aurel Mangala, le joueur belge, en 19 matchs, c'est un seul but. Jesper Lindström, en 25 matchs, c'est seulement une passe. Donc, encore une fois, allons chercher quelques milieux de terrain pour aller vraiment pousser une attaque un peu plus impressionnante. Et pour ce qui est des attaquants, on a Dwight McNeil avec 21 matchs, 4 buts, 6 passes. Quand même assez bien en 21 matchs. Pour Dominic Calvert-Lewin, c'est 26 matchs, 3 buts, seulement une passe. Pour Ilman Ndaye, c'est 33 matchs, 9 buts, c'est quand même assez bien. Et Beto, qui pour moi est leur meilleur attaquant encore cette saison. En 30 matchs, c'est quand même 8 buts. Donc voilà pour les attaquants. Donc je vais me répéter encore une fois, mais vraiment, l'attaque a fait en sorte qu'Everton a probablement perdu au moins 3, 4 et même 5 places dans le classement de la Premier League. C'est un club qui joue bien. C'est un club qui défensivement est extrêmement efficace. Mais encore une fois, c'est l'attaque qui nous permet pas d'accéder peut-être à des compétitions comme l'Europa League et la Champions League. Je dis pas qu'Everton va finir peut-être 4e la saison prochaine, quoique si on voit un cas de Nottingham Forest, on ne sait jamais ce qui peut se passer, particulièrement dans le sport. Mais vraiment, le manque d'attaque a vraiment coûté à Everton quelque chose cette saison, j'ai l'impression. Et pour la saison prochaine, il va vraiment falloir viser vraiment probablement un attaquant de qualité vraiment pour aller chercher ces buts qui ont manqué à l'appel la saison passée. Passons maintenant à l'équipe qui a fini 14e du classement, West Ham, qui ont fini la saison avec une fiche de 11 victoires, 10 nuls et 17 défaites. Moi, honnêtement, je pensais que West Ham allait faire peut-être un peu mieux, mais je trouve qu'ils ont un peu chuté cette saison. Si on regarde du côté des gardiens de but, disons qu'on a un peu partagé le rôle du gardien de but cette saison. On a partagé avec Fabianski et Areola. On se décidait pas souvent qui allait être dans les buts. On savait pas trop. C'était un peu mélangeant et on faisait pas confiance aux deux. Si on regarde la fiche des deux gardiens de but, en 14 matchs, Fabianski a eu 2 blanchissages et Areola, en 26 matchs, il y a 4 blanchissages. West Ham ont libéré Fabianski parce qu'il est un peu âgé à 39 ans et aussi, disons qu'il faisait pas trop la job non plus quand on le mettait devant le filet. Areola, on le fait un peu plus confiance, mais pour la prochaine saison, d'après moi, West Ham devrait aller chercher un autre gardien de but parce que Areola, d'après moi, il fait pas trop la job non plus. Je trouve qu'il a un peu de difficulté devant le filet. Et si West Ham veut monter dans le classement, ils vont devoir aller chercher un meilleur gardien de but. Si on regarde du côté des défenseurs, nous avons Maximilian Kilman qui a joué les 38 matchs, a 6 jeux blancs. C'est pas vraiment si pire que ça. Maximilian Kilman a été présent sur le terrain. Il a beaucoup aidé l'équipe aussi à éviter quelques buts s'il y a 6 jeux blancs. Et ensuite, Aaron Wan-Bissaka qui a joué 36 matchs, a 5 jeux blancs et 2 buts. Donc,
c'est vraiment les deux défenseurs qui ont été présents dans l'équipe. Donc, selon moi, West Ham devrait aller chercher un défenseur central de premier plan s'ils veulent avancer dans le classement plus haut que finir 14e. Donc, vraiment, ce qu'il faut chercher en ce moment, c'est un gardien de but et un défenseur. Si on regarde maintenant du côté de milieu de terrain, nous avons Lucas Paqueta que lui, il devrait se réveiller. D'après moi, il est bien meilleur qu'il a fait cette saison. En 33 matchs, il a seulement 4 buts. Habituellement, ce joueur, je l'aime bien. C'est un de mes joueurs préférés dans l'équipe. Puis, je trouve que ça a été une de ses pires saisons. Moi, je trouve que vraiment, il a eu beaucoup de difficultés. Il n'a pas vraiment fité avec l'équipe cette saison. Donc, en espérant que la saison prochaine, ça va aller beaucoup mieux pour lui. Parce que 4 buts, c'est pas vraiment acceptable de son côté. Si on regarde Thomas Soucek, en 35 matchs, il a 9 buts, une passe. Donc, c'est vraiment pas si pire pour un milieu de terrain. Je trouve qu'il a été présent pour l'équipe. 9 buts, on peut dire que c'est quand même acceptable. On va pas se dire le contraire. Puis si on regarde du côté de Mohamed Kudus, en 32 matchs, il a 5 buts, 3 passes. Fait que d'après moi, Kudus, il a été présent. Ça a été le meilleur milieu de terrain de l'équipe. Il a été excellent. Kudus, très bon. Moi, je l'aime bien, Kudus. Mon avis au milieu de terrain, je trouve que West Ham, ils ont un bon noyau. Il faudrait juste qu'ils travaillent mieux avec l'équipe pour avoir des meilleurs résultats. Je trouve qu'il y a peut-être un manque de communication du côté du milieu de terrain. Ils savent pas trop comment revenir vers la défensive. Fait que vraiment, milieu de terrain sont corrects. Faut juste, comme j'ai dit, Lucas Paqueta, il se réveille un peu parce que c'est un bon milieu de terrain. Ce joueur-là, c'est vraiment un bon milieu de terrain avec Kudus et Soucek qui devrait faire beaucoup mieux. Maintenant, du côté de l'attaque, je vais seulement vous parler d'un joueur qui a été excellent, qui a vraiment aidé l'équipe. C'est clairement lui qui a fait la job pour pas qu'il se fasse éléguer cette saison. Fait que Jarrod Bowen, en 34 matchs, il a 13 buts, 8 passes. Vraiment, c'est le joueur qui a sauvé l'équipe d'après moi. Il fit bien avec l'équipe et c'est lui qui devrait aider les autres joueurs pour bien fitter dans l'équipe. Donc, comme j'ai dit tantôt, vraiment ce qui manque avec West Ham, c'est la défense et le milieu de terrain. D'après moi, j'ai l'impression que West Ham a besoin de trouver un attaquant en puissance pour épauler Jarrod Bowen et pour marquer plus de buts. C'est sûr que ça aiderait l'équipe parce que depuis l'arrivée de Niklas Füllkrug, il a été souvent blessé et il n'a pas été au niveau que West Ham pensait qu'il allait être. C'est sûr parce qu'il a été blessé, mais comme j'ai dit, il faut vraiment qu'il trouve un attaquant pour épauler Bowen. Passons maintenant à la 15e équipe de ce classement, Manchester United, qui ont vraiment connu une saison terrible, malgré avoir fait la finale de l'Europa League, qu'ils ont perdu d'ailleurs face à Tottenham. Ça a été vraiment une saison difficile, autant défensivement qu'à l'attaque, et aussi au niveau des gardiens de but, avec André Onana qui a eu une saison quand même possiblement compliquée. Manchester United ont fini la saison avec 11 victoires, 9 nuls, 18 défaites, un différentiel de moins 10 et 42 points seulement au classement. Comme je l'ai dit, ça a été quand même assez compliqué pour André Onana cette saison. D'ailleurs, depuis qu'il a rejoint Manchester United de l'Inter, c'est quand même assez compliqué. En 34 matchs cette saison, c'est 9 jeux blancs. 9 jeux blancs, c'est quand même pas si pire, mais c'est que Onana accorde souvent des mauvais buts à l'adversaire, des buts sur des rebonds ou des ballons échappés. Donc, peut-être pendant l'été, déjà il y a des rumeurs comme quoi Manchester United serait peut-être à la recherche d'un autre gardien. Ça reste toujours à vérifier et à voir ce qui va arriver de ce côté-là. Sinon, Ruben Amorim a dit que André Onana est un joueur qui voulait dans son équipe. Donc, on verra si ça sera lui qui sera là la saison prochaine à titre de gardien de but numéro 1 pour Manchester United. Du côté de la défensive maintenant, on a quand même des joueurs qui sont assez importants et de talent du côté de Man U, mais c'est quand même assez difficile malgré leur présence. Diego Dalot, un des meilleurs défenseurs de l'équipe cette saison, en 33 matchs, c'est 8 jeux blancs, aucun but. Luke Shaw, lui, malheureusement, a joué que 7 matchs. Ça fait quelques saisons que Luke Shaw est blessé à répétition. C'est un des meilleurs défenseurs anglais de la Premier League et d'Angleterre en général, mais vraiment, les blessures font ralentir Luke Shaw
et ça porte préjudice vraiment à Manchester United en défensive. Matthias de Ligt, qui a été lui acquis lors du mercato en été dernier, 29 matchs, 3 jeux blancs, 2 buts cette saison. Il va falloir quand même en avoir un peu plus de lui, qui est coté quand même comme l'un des très très bons défenseurs au niveau mondial dans le football. Et disons que ça a été compliqué au niveau des défenseurs centraux, à part de Ligt qui a connu une saison passablement correcte. Harry Maguire lui a joué 27 matchs, 2 jeux blancs, 1 but seulement. Maguire qui, depuis son arrivée avec Man U, est fortement critiqué pour ses performances douteuses. Ça a été un peu mieux la saison dernière. Cette saison aussi, ça a été quand même pas si mal, mais il va falloir beaucoup plus de l'anglais si Manchester United veulent vraiment remonter dans les classements et surtout remonter dans l'estime de leurs fans à Old Trafford. Du côté du milieu de terrain maintenant, le seul joueur qui s'est vraiment démarqué, c'est Bruno Fernandes. 36 matchs cette saison, 8 buts, 10 passes décisives. C'est vraiment lui qui a permis à Manchester United de se hisser juste au-dessus de la zone de relégation vraiment cette saison, parce que au niveau des autres joueurs du milieu de terrain, ça a été extrêmement difficile. Mason Mount que 1 but, Christian Eriksen qui a d'ailleurs été libéré, un seul but, Casemiro 1 but, Kobe Mainoo aucun but cette saison, Manuel Ugarte que 1 but. Donc ça a vraiment été très 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 compliqué. Manchester United qui d'ailleurs ont fait l'acquisition de Matheus Cunha de Wolverhampton pour la saison prochaine et pour les saisons à venir. Donc ça va vraiment aider et épauler Bruno Fernandes dans le milieu de terrain. Puis ça peut amener beaucoup de positifs pour Manchester United qui vraiment au milieu de terrain cette saison, ça a été extrêmement compliqué. Du côté de l'attaque maintenant, encore une fois, très 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 compliqué. Le meilleur joueur a été Amad Diallo, qui en 26 matchs a marqué 8 buts et réalisé 6 passes décisives. Pour ce qui est du reste des attaquants, ça a été très difficile. Rasmus Højlund, que 4 buts en 32 matchs. Alejandro Garnacho, que 6 buts en 36 matchs. Et le joueur qu'on a fait l'acquisition lors du mercato estival l'an dernier, Joshua Zirkzee de Bologne, en 32 matchs, c'est qu'un mec 3 buts. Ça a été vraiment une saison décevante du côté des attaquants de Manchester United. On n'a pas encore fait l'acquisition d'un attaquant dans le mercato pour le moment, mais j'ai l'impression que c'est seulement une question de temps parce que les résultats et les performances de toute leur attaque, ça a été vraiment catastrophique et désastreux et c'est censé refléter justement dans leur positionnement au classement et dans leurs résultats tout au long de la saison, toute compétition confondue du côté de Manchester United. Passons maintenant à la 16e équipe de ce classement de la Premier League, Wolverhampton, qui cette saison a réussi 12 victoires, 6 nuls et 20 défaites, un différentiel de moins 15 et 42 points à égalité avec Manchester United. Et ça a été vraiment une saison compliquée pour Wolverhampton et ça va pas s'améliorer, j'ai l'impression, pour la saison prochaine, à moins vraiment d'amener quelques joueurs en renfort, puisque déjà, on a perdu 2 joueurs réguliers et très importants de l'équipe. Matheus Cunha, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui a rejoint Manchester United pour les prochaines saisons, et Ryan Ntnouri, le défenseur latéral, qui a rejoint, lui, Manchester City officiellement depuis quelques jours maintenant. Pour ce qui est de Wolverhampton cette saison, ça a été quand même compliqué partout sur le terrain. Au niveau des gardiens de but, José Sa, ça a quand même été correct comme saison. 29 matchs, 7 jeux blancs. Il a été blessé pendant quelques rencontres. Ça a été Sam Johnstones qui a pris la relève pendant sa blessure. Et Sam Johnstones, lui, 7 matchs cette saison qu'il a disputé, aucun jeu blanc. Donc ça a été quand même assez compliqué quand José Sa n'était pas dans les filets pour Wolverhampton. Pour ce qui est de la défense, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Ryan Ntnouri est parti pour Manchester City. Cette saison, il a joué 37 matchs avec Wolverhampton. 4 buts quand même pour un défenseur, ce qui est quand même excellent. On comprend bien sûr pourquoi Manchester City a voulu recruter le joueur algérien. Matt Doherty, lui, en 30 matchs cette saison, c'est 5 jeux blancs
et 2 buts marqués. Nelson Semedo, qui pour l'instant est sans contrat encore. On ne sait pas trop s'il va renouveler son contrat avec Wolverhampton. 34 matchs cette saison, 4 jeux blancs. Totti Gomez, 31 matchs, 8 jeux blancs. Mais encore une fois, pour Semedo et Gomez, c'est aucun but cette saison. Santiago Bueno, 29 matchs, 4 jeux blancs. Encore une fois, aucun but. Donc on voit que, à part Ryan Ntnouri qui a 4 buts et Matt Doherty qui en a 2, défensivement, on a beaucoup de difficultés à s'apporter à l'attaque pour appuyer nos attaquants et nos milieux de terrain. Donc déjà, avec la perte d'Ntnouri, ça va être extrêmement difficile du côté défensif pour s'appuyer à l'attaque, à moins vraiment d'aller chercher des joueurs lors du mercato, ce qui pour l'instant n'est pas le cas pour Wolverhampton. Du côté du milieu de terrain maintenant, João Gomez qui a disputé 36 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Jean-Rickner Bellegarde, 35 matchs, 2 buts, 7 passes décisives. Mais c'est vraiment extrêmement compliqué au milieu de terrain. Ça a été les 2 meilleurs joueurs vraiment au milieu de terrain. Et ça a été des performances douteuses, disons. Il y a aussi eu un épisode pendant la saison où Mario Lemina a vraiment perdu les pédales, si on veut le dire, après un match. Ça a d'ailleurs terminé sa carrière avec Wolverhampton. Il est parti. Lemina, qui était le capitaine à ce moment-là, a été enlevé du capitaine et est parti du club. Lemina qui avait 17 matchs, 1 but, 3 passes décisives avant cette altercation. Donc vraiment, ça a été une saison extrêmement compliquée pour Wolverhampton. Beaucoup de trucs hors terrain et vraiment des performances qui laissent fortement à désirer. Du côté du milieu de terrain, vraiment, va falloir aller chercher de l'aide pour la saison prochaine. Sinon, ça risque d'être extrêmement compliqué pour eux. Pour l'attaque maintenant, on sait que Matheus Cunha, comme je l'ai dit un peu plus tôt, a quitté pour Manchester United. Et cette saison, ça a vraiment été le joueur de l'année pour Wolverhampton. En 33 matchs, c'est 15 buts, 6 passes décisives. Vraiment le meilleur attaquant de l'équipe. On va quand même donner quelques fleurs à Jørgen Strand Larsen, qui en 35 matchs a 14 buts et 4 passes décisives. C'est quand même pas si mal. Si déjà, lui, la saison prochaine, refait les mêmes chiffres ou à peu près que cette saison, ça pourra fortement aider Wolverhampton. Celui qui a eu le plus de difficultés, je dirais, c'est Ang Hee-chang. En 21 matchs, ce n'est que 2 buts. Et Gonçalo Guedes, qui en 29 matchs, seulement que 2 buts et 4 passes décisives cette saison. Donc vraiment, on voit avec toute cette réflexion que autant en défensive qu'au milieu de terrain et qu'à l'attaque, ça a été extrêmement compliqué pour Wolverhampton, qui ont perdu déjà 2 joueurs extrêmement importants. On ne sait pas encore si le capitaine Semedo va être de retour pour la saison prochaine. Donc vraiment, il va falloir être excellent lors du mercato cet été du côté de l'équipe si on veut espérer rester en Premier League la saison prochaine, parce que pour le moment, j'ai l'impression, avec cette formation qu'on a présentement, on risque fortement de se rendre en Championship si les choses ne changent pas d'ici le début du calendrier régulier en Premier League. Allons-y maintenant pour la 17e place, qui est Tottenham. Ça a été une saison catastrophique pour Tottenham, mais on peut dire qu'ils ont quand même gagné l'Europa League, un premier trophée en 17 ans. C'est pas pour trouver des excuses, mais cette saison, ils ont eu beaucoup de blessures. Donc d'après moi, c'est pour cela qu'ils ont fini 17e dans le classement. Si on regarde du côté du gardien de but, on a Vicario qui a joué 24 matchs, a 4 jeux blancs. Ce qui est pas si pire, mais c'est sûr avec la défensive qu'ils ont, il y a eu beaucoup de misère. En parlant de défensive, regardons maintenant la fiche des défenseurs. Nous avons Pedro Porro qui a fait une bonne saison, un des défenseurs qui a été vraiment actif dans l'équipe. En 33 matchs, il y a 5 blanchissages et 2 buts. Pour un défenseur de but, c'est vraiment pas si pire. Si on regarde maintenant Christian Romero qui a joué 18 matchs, a 2 blanchissages et 1 but, et Mickey Van de Ven qui a 13 matchs et 1 jeu blanc. Mais ça a été les 2 défenseurs principaux qui ont été blessés pour
plusieurs matchs. Fait que c'est vraiment ça qui a nuit la défensive et qui a donné Vicario la difficulté devant le filet. Si on regarde au milieu de terrain, deux joueurs qui se sont vraiment démarqués cette saison, Dejan Kulusevski, en 32 matchs, il y a 7 buts, 4 passes, et James Madison, en 31 matchs, il y a 9 buts, 7 passes. Donc vraiment, c'est les deux milieux de terrain qui sont vraiment forcés pour l'équipe, qui a sauvé l'équipe. Ben sauvé, ils ont quand même fini 17e, mais on peut quand même dire qu'ils ont sauvé l'équipe de la relégation. Si on regarde maintenant du niveau de l'attaque, je vais pas dire que ça a été parfait, mais ça a quand même été correct. On a Son Heung-min qui a 30 matchs joués, 7 buts, 9 passes. Brandon Johnson a 33 matchs, il a 11 buts, 3 passes. Dominique Solanke, c'était sa première saison avec Tottenham. 27 matchs, 9 buts, 3 passes. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Donc, une chose qu'on est allé chercher parce qu'on avait vraiment besoin de lui cette saison. Et on a Richarlison qui a souvent été blessé. Moi, c'est mon joueur favori de l'équipe. Il a 4 buts, 1 passe. Fait qu'en 15 matchs, on peut dire que c'est pas si pire. Comme je le mentionne, il a été blessé. Donc, c'est pas une excuse, mais vu que je l'aime bien ce joueur-là, je vais quand même le mentionner qu'il a été blessé. Malgré la victoire en Europa League, leur entraîneur Ange Postecoglou a été mis dehors de son poste et tout indique que c'est l'entraîneur de Brentford, Thomas Frank, qui prendra sa place la saison prochaine. Pour que Tottenham fasse mieux la saison prochaine, il va vraiment falloir éviter les blessures parce que c'est vraiment ça qui ont coûté cette saison. Donc en espérant que la saison prochaine, ils finiront plus haut dans le classement. Allons-y maintenant des 3 dernières équipes, les équipes qui ont été reléguées en Championship. Commençons avec Leicester City. Et pour les 3 équipes, on risque de se répéter un peu. Ça a vraiment été extrêmement désastreux pour ces 3 équipes. Et pour Leicester City, je vais vous guider à travers la 24e semaine d'activité jusqu'à la 31e. Pour vous donner une idée, c'est aucun but marqué par Leicester City dans toute cette semaine-là. Ça avait bien commencé pourtant avec un match nul le 19 août dernier, en 2024. Leicester City qui affrontait Tottenham. Ça avait fini 1-1. Si je me souviens bien, un gros but de Jamie Vardy qui avait marqué son premier de la saison à ce moment-là. Ça semblait aller bien pour Leicester City. On avait espoir, mais vraiment, les 3 équipes qui ont été promues la saison dernière sont maintenant reléguées. Et la plupart du temps, c'est ça qui arrive, dépendant des équipes, évidemment. Mais vraiment, pour Leicester City, ça a été vraiment extrêmement épouvantable. D'ailleurs, c'est la fin de Jamie Vardy à Leicester City. Lui qui avait pourtant mené son équipe vers une victoire en Premier League il y a de ça quelques saisons. Il y a bien longtemps même. Mais Vardy, c'est quand même, en 35 matchs, 9 buts. Pour un vétéran, c'est quand même assez bien. Facundo Buonanotte, pour lui, c'est 5 buts aussi. Jordan Ayew, lui, qui avait rejoint Leicester City, qui avait été libéré de Crystal Palace. Pour lui, c'est 5 buts aussi. C'est quand même très bien. Et Stephy Mavididi, pour lui, c'est 4 buts. Et après ça, c'est des joueurs, des marqueurs de 2 buts ou de 1 but. Donc, ça a été quand même une saison. Je parle évidemment pour Jamie Vardy. Est-ce qu'un club européen va vouloir le signer? Probablement. Je pense qu'il y a encore quelques saisons à donner dans sa carrière. Donc, on verra à ce moment-là ce qu'il y en est. Mais pour Leicester City, malheureusement, ça aurait été un très petit périple en Premier League cette saison. Et vraiment, si vous prenez le temps de regarder le résultat de leur match, ça a vraiment été très désastreux. Avec 6 victoires, 7 matchs nuls et 25 défaites. Absolument épouvantable. Mais pour vous donner une idée, leur première victoire, ça a été à la 7e semaine d'activité, 1-0 contre Bournemouth. Après ça, à la 8e, 3-2 contre Southampton. Des victoires contre des petits clubs. Après ça, à la 14e semaine, c'est 3-1 contre West Ham. 23e semaine, ça a été leur autre victoire face à Tottenham. Victoire de 2-1. Après ça, leurs 2 dernières victoires à la semaine 35 et 37. Une victoire de 2-0 contre Southampton et de 2-0 contre Ipswich. Donc, c'est facile de battre les équipes qui sont pas bonnes de base pour Leicester, mais quand on affronte des clubs un peu plus puissants comme Liverpool, c'est là que ça devient compliqué. Donc,
Je m'attendais un peu plus de Leicester City. Je m'attendais peut-être plus à un 15e, 14e place. On était environ dans ces environs-là dans les premières semaines, mais ça a vraiment baissé. Comme je vous ai dit plus tôt, vraiment la semaine 24 à 31 a vraiment, disons, cloué le cercueil de Leicester City. Très déçu, c'est un club que j'apprécie quand même beaucoup. Un club qui est vraiment du style underrated ou underdog, plus dans ce cas-là. Donc, pour Leicester City, on retourne en Championship. Passons maintenant à la deuxième équipe qui a été reléguée, Ipswich Town, avec un dossier de 4 victoires, 10 nuls, 24 défaites, différentiel de moins 46 et 22 points cette saison. C'est quand même déjà un exploit pour Ipswich Town d'avoir été en Premier League. Ça faisait quelques saisons qu'on était en Championship et même en League One, dans les divisions inférieures en Angleterre, puis on a quand même réussi à se ramener en Premier League. On avait quelques espoirs au début de la saison de peut-être être en mesure d'éviter la relégation, et même durant la saison, on a quand même réussi à vaincre Chelsea une fois au cours de la saison. Ça a été quand même une grosse victoire pour l'équipe, puis on a pensé peut-être qu'Ipswich Town aurait pu se glisser en 17e, même peut-être 16e place pendant quelques semaines, lorsque Wolverhampton ont eu beaucoup plus de difficultés, mais vraiment, ça a changé rapidement du côté d'Ipswich. On a eu beaucoup de difficultés à terminer la saison. Ça a été des défaites qui ont fait très mal, et puis ça nous a fait terminer 19e au classement de la Premier League pour la saison. Tout de même, ça a été une très grosse saison pour Liam Delap qui a marqué 12 buts. Ça lui a d'ailleurs valu un transfert vers Chelsea pour les prochaines saisons, lui qui a déjà signé son nouveau contrat avec l'équipe. Donc pour Liam Delap, vraiment, a su prouver qu'il était un joueur de la trempe de la Premier League et qui vraiment devrait, normalement avec Chelsea maintenant, vraiment s'établir comme étant l'un des très bons attaquants dans la ligue et peut-être même dans son équipe nationale dans les saisons à venir, lui qui est encore très très jeune. Sinon, du côté de Sam Smodic qui avait lui été acquis de Blackburn au début de la saison, n'a marqué que 4 buts, mais quand même ça a été le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Pour ce qui est des passes décisives, c'est Jack Clark qui a dominé cette saison avec 4 passes décisives seulement. Je dis seulement parce que c'est pas beaucoup pour 38 matchs d'avoir juste 4 passes décisives. Le deuxième au chapitre, c'est Julio Enciso avec 3 passes décisives. Donc, on voit vraiment que ça a été extrêmement difficile au niveau de l'attaque du côté d'Ipswich Town. À part, bien sûr, Liam Delap qui a 12 buts, ça a été extrêmement difficile pour les autres joueurs de se démarquer. Puis ça se reflète vraiment avec les résultats et le classement final de l'équipe cette saison. D'ailleurs, la défensive aussi, ça a été quand même assez compliqué. On a accordé 82 buts cette saison, ce qui est quand même un total de buts concédés très élevé. On a simplement réussi 2 jeux blancs en 38 matchs. Donc vraiment, Ipswich Town qui a quand même, comme je l'ai dit au début, réussi un exploit de se ramener en Premier League, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment l'équipe pour rester dans la Ligue supérieure en Angleterre. Puis malheureusement, on retourne tout comme Leicester en Championship pour la saison prochaine. Allons-y maintenant avec l'équipe qui a fini 20e dans le classement, Southampton, qui ont fini la saison avec une fiche de 2 victoires, 6 nuls et 30 défaites, un différentiel de buts marqué de moins 60 et a fini avec 12 points. C'est quasiment un record, on peut le dire. 12 points, c'est vraiment inacceptable. Ça a été particulièrement compliqué dans tous les aspects cette saison avec seulement 26 buts marqués et 86 buts concédés et que 3 jeux blancs. Si on regarde du côté de l'attaque, Paul Onuachu a été le meilleur marqueur avec un maigre 4 buts. Matheus Fernandes, quant à lui, a été le meilleur passeur avec 4 passes décisives. Encore une fois, tout comme à Ipswich, c'est inacceptable des statistiques
offensive de la sorte. Malheureusement, ça a été un parcours très court cette saison en Premier League et tout comme Leicester et Ipswich Town, ils retournent en Championship et devront se battre pour revenir en Premier League dans 2 saisons. Allons-y rapidement maintenant avec les 3 équipes qui ont été promues pour la saison prochaine en Premier League. Tout d'abord, Leeds United qui ont gagné le championnat de la Championship avec un dossier de 29 victoires, 13 nuls, 4 défaites et 100 points au classement. Et Burnley qui fait son retour aussi en Premier League avec un dossier de 28 victoires, 16 nuls, 2 défaites. Eux aussi un dossier de 100 points, mais puisque Leeds avait une victoire de plus que Burnley, c'est eux qui ont été sacrés champions de la Championship. Pour ce qui est de la 3e équipe, on avait une bataille entre Sheffield United qui ont fini 3e avec 90 points, Sunderland avec 76 points, Coventry City avec 69 et Bristol City avec 68. Et les matchs pour les playoffs, si on veut, sont déroulés comme suit. Sheffield United qui ont affronté Bristol et Sunderland qui ont affronté Coventry City en demi-finale. Lors du match aller, Sheffield United ont remporté leur match 3-0, tandis que Sunderland ont remporté leur match 2-1. Du côté du match retour, Sheffield qui ont remporté leur match 3-0 et 6-0 au total de buts, tandis que Sunderland et Coventry ont fait match nul 1-1 et Sunderland a remporté cette série 3-2 au total de buts. Ce qui a permis d'amener Sheffield contre Sunderland en finale et Sunderland a surpris Sheffield par la marque de 2-1 et Sunderland sera la 3e équipe promue en Premier League la saison prochaine. Sunderland qui était quand même à 76 points durant la saison, tandis que Sheffield qui avait fini 3e avec 90 points, donc une équipe qui était sur papier beaucoup moins forte que Sheffield United, ont réussi à remporter le match sur Sheffield. Donc c'est quand même un peu surprenant. Et malheureusement pour Sheffield, il va falloir attendre encore une saison avant de revenir en Premier League. Mais donc, Leeds United, Burnley et Sunderland sont les 3 équipes qui prennent la place respectivement de Leicester, Ipswich Town et de Southampton pour la saison prochaine. Somme toute, ça a été vraiment une saison historique en Premier League. On a vu un premier trophée majeur pour Crystal Palace, un premier trophée depuis presque 80 ans pour Newcastle United, un premier trophée pour Liverpool sous la direction de Arne Slot. Donc vraiment, et aussi une saison marquante pour des mauvaises raisons pour des clubs du style de Tottenham et de Man U. Mais vraiment, encore une fois, on a très hâte à la prochaine saison qui risque d'être, encore une fois, extrêmement mémorable. Merci tout le monde pour votre écoute. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se verra la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.